Alors Cléopâtre, c'est un film américain du début des années 60 et ça se voit, hein, ça ressemble plus à une croisière Las Vegas, Noël Ferrero Rocher qu'à l'Antiquité égyptienne telle qu'on la connaît. Bonjour, je m'appelle Julien Magalès, je suis l'auteur du livre Eratum pour en découdre avec les anachronismes à l'écran et aujourd'hui je vais faire l'expert review de Vanity Fair. It is a custom that the bride retain nothing belonging to a foreign court. Le Marie-Antoinette de Coppola, d'abord c'est un très beau boulot. Honnêtement, il y a énormément d'attention apportée aux détails de costumes, de coiffures, de décors, de chaussures. Historiquement, et bien sûr il y a des anachronismes, mais la base est extrêmement solide en termes de silhouette. Il y a des scènes où on voit des dessous aussi qui sont extrêmement bien choisis et qui font que le vêtement de cour tombe très bien. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le Marie-Antoinette de Coppola, c'est cette obsession pour les chaussures qu'on connaît de Marie-Antoinette. D'ailleurs, il y a énormément de chaussures qu'on dit avoir retrouvées de Marie-Antoinette, qu'elle aurait perdues, qui ont été volées, etc. Il y en a qui se sont vendues pour plus de 40 000 €, je crois, des choses comme ça. Il y en a une aussi qu'elle aurait perdue le jour de son exécution, qui nous resterait. Les chaussures que Marie-Antoinette aimait porter prenaient la forme d'une mule, on va dire. Elle faisait du 36,5, ça on le sait. Et le talon était placé très au milieu du pied pour faire paraître le pied plus petit. C'est très bien représenté à un moment où en fait elle est dans une consommation qu'on nous montre comme excessive de la mode, ce qui n'était pas faux. Au niveau des costumes, encore une fois, c'est vraiment assez bien fait. Les matières sont très belles, les coupes sont sublimes. Je dirais que c'est surtout sur les couleurs qu'on diffère. Elles sont très saturées, très acidulées dans le film de Coppola. Là où le XVIIIe siècle aimait plutôt les couleurs qu'on appellerait pastel. Elles sont moins saturées. D'abord, l'artisanat de la teinture n'était pas le même. On aime voilà, des couleurs plus douces, plus pastel. En tout cas, c'est comme ça qu'elles nous sont parvenues. Alors, il y a des très beaux noms qu'on donnait aux couleurs. Il y a cuisse de nymphe émue, joue de carmélite, ventre de hanneton. Ça montre l'inventivité en fait, des nuances qu'on donnait à la mode, qui étaient moins saturées que ce qu'on voit à l'écran, mais c'est une bonne impression de l'éclat de la mode à l'époque, qui est aussi un système de représentation du pouvoir que Marie-Antoinette avait bien intégré en fait, dans sa communication, ce qui va jouer contre elle finalement, mais il ne faut pas oublier qu'on l'a élevée en tant que princesse. Elle va être reine en Europe, elle sera reine de France. Son rôle, son rang, c'est d'être éclatante, de représenter le rayonnement économique de son pays. La Reine Margot de Patrice Chéreau, c'est un des plus beaux films pour moi en termes de représentation de luxe du XVIe siècle. Il y a un énorme travail de costume. Il n'est pas exact, mais on a encore une fois le sentiment de la magnificence de l'époque. Isabelle Adjani, elle est sublime.fr dans ce film parce qu'elle est exactement à cheval entre les codes de beauté du XVIe et nos codes de beauté contemporains, on va dire. Elle a un petit chignon Franck Provost, voilà, mais qui lui va extrêmement bien. Elle a une mise en beauté parfaite, et elle porte des bijoux, elle a de la soie, je crois, sur elle. Enfin, c'est magnifique. C'est à la fois historiquement correct et à côté parce que on a une forme de silhouette qui est plutôt pas mal. Il y a des perles, il y a des bijoux, il y a des pierres précieuses, il y a de l'or. Il faut savoir que la perle à l'époque, c'est encore plus précieux que le diamant, le rubis, le saphir. C'est extrêmement rare, c'est quasiment inabordable. Là, on en voit sur le costume d'Isabelle Adjani, on en voit à ses oreilles, c'est possible, c'est une reine de France après tout. Un des éléments que je trouve intéressant dans le film et qu'on voit au début mais qu'on ne voit pas tellement ensuite, c'est la collerette qui est un des éléments phares de la mode de cette époque-là. Alors, au temps du mariage de Marguerite de Valois, la collerette, elle est assez ouverte, c'est une structure de dentelle amidonnée qui tient un peu comme par magie et qui est bien loin du décolleté jusqu'au nombril qu'on donne à Isabelle Adjani. Ça lui va extrêmement bien, mais c'est pas du tout comme ça qu'une reine de France se présenterait. Si Marguerite de Valois était parue si décolletée et si décoiffée à son mariage, je pense qu'elle se serait fait enfermer jusqu'à ce que Calvitie s'ensuive dans un donjon et puis plus d'autorisation de sortie, quoi. Je suis assez content qu'on parle de Peaky Blinders parce que souvent dans les films en costume, l'accent est mis sur la mode féminine.
Il se trouve que là, les protagonistes masculins sont plus nombreux. D'abord, je trouve que les tissus sont extrêmement beaux dans Peaky Blinders. Il y a du sergé de laine, il y a des très beaux tweeds. Ça donne une bonne impression, je trouve, de la manière dont on fabriquait les vêtements à l'époque, ou en tout cas les tissus qu'on employait. Il y a des éléments très caractéristiques du costume des Peaky Blinders qu'on voit là. D'abord, Peaky Blinders, le Peaky, ça désignait un type de chapeau plat à visière, donc ce qu'on peut voir dans la série. La légende selon laquelle on y aurait caché une lame de rasoir pour aveugler les ennemis. Bon, alors, ne serait-ce qu'en termes pratiques, en fait, avoir une lame de rasoir cousue dans le chapeau pour la prendre, la sortir, en fait, a priori, c'est pas vrai. Tout ça, Peaky Blinders, c'est aussi... le blinder, c'est peut-être aussi ce chapeau qui couvre le regard qu'on ne peut pas voir. Donc, il y a un jeu comme ça avec et un mot sur le chapeau, et la fonction, et puis un petit caractère dangereux du gang. D'ailleurs, là où le costume est très utile dans le film, c'est qu'en effet, il sert comme le costume fait gang. C'est plutôt très fidèle à ce qu'on aurait pu voir à cette époque-là en Angleterre. Il y a un élément aussi qui est très caractéristique de leur tenue, c'est la coiffure. Cette undercut ou texturized crop, qui est en fait une coiffure donc, qui était assez commune dans le milieu ouvrier de l'entre-deux-guerres en Angleterre, qui avait au moins deux avantages. La première, c'est que pendant une bagarre, on ne pouvait pas se faire attraper par les cheveux et se faire taper dessus, donc ça c'était plutôt pas mal. La deuxième, c'était qu'en fait, avec des cheveux rasés et gominés, à une époque où on n'a pas forcément l'eau courante et puis où les produits de première nécessité ne sont pas extrêmement abordables, c'est qu'en fait on évite les poux. Voilà. Quand on a des poux, il faut faire bouillir les vêtements, il faut les faire étendre, sécher, c'est hyper relou. Donc là, cette coupe-là qu'on voit qui est très caractéristique, c'est autant du style que de l'hygiène. Et puis une petite raison pratique pour la bagarre. Ça a beaucoup impressionné, je crois, le vestiaire masculin, cette idée du costume 3 pièces, du cheveu gominé. C'est une idée de la masculinité qui est évidente en fait, dans Peaky Blinders. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir que ce style-là a énormément impacté la mode des années 2010, du dandy / hipster, intello, mec de finance. Enfin, il y avait un peu tous ces fantasmes-là qui étaient réunis et qui ont été cristallisés par le costume des Peaky Blinders. Alors nous voilà devant la tarte à la crème, la chronique des Bridgerton. C'est un très bon exemple de la manière dont on traite le costume historique aujourd'hui. En fait, dans la chronique des Bridgerton, je dirais qu'il y a des personnages qui collent plutôt à une réalité historique et puis d'autres qui sont vraiment dans la fiction. Le costume de cinéma, le costume de série, il n'a pas vocation à être une représentation historique fidèle. Ce serait absurde. Le costume de fiction, il sert à donner des informations sur les personnages. Ce qui est clairement le cas dans la chronique des Bridgerton. Il y a deux familles qu'on pourrait opposer, celle des Bridgerton et celle des Featherington. Celle des Bridgerton est plutôt dans une évocation plutôt douce et romantique de la mode Régence. Sur celle des Featherington, on n'est plus sur la foire du trône. C'est les couleurs saturées au possible, des formes qui ne sont pas celles qu'on pourrait attendre pour l'époque. Un mariage avec lui serait véritablement le plus enchanteur de la saison. Toutes les mères présomptueuses me laisseront en paix et tous les célibataires auront les yeux rivés sur vous. Les vêtements de cour qu'on voit dans la série, ils correspondent pas tellement à ce qui se passait à l'époque et c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, je pense qu'on ne voit pas souvent cette mode à l'écran parce qu'en fait, elle est assez monstrueuse à nos yeux. Il faut savoir qu'à la cour de la reine Charlotte, il y avait deux influences qui se mélangeaient. Il y avait une mode qui vient plutôt de France, donc qui est celle qu'on appelle la mode empire en France, avec une taille pour les femmes juste sous la poitrine qui évoque l'antique. À la cour de la reine Charlotte, il y a deux choses qui se télescopent. Il y a cette mode-là et puis une étiquette de cour que la reine ne veut pas abandonner, qui est celle de la robe à panier. Donc on va faire un espèce de morphing assez dégueulasse entre les deux, où on va avoir une taille qui part sous la poitrine, mais avec des robes à panier. Donc on va avoir des espèces de cloches comme ça, sur lesquelles on rajoute de la dentelle, du bijou, des perles, enfin des choses assez... c'est un résultat assez immonde, on ne va pas se mentir. La série passe à côté de ça parce qu'en fait, on essaie d'évoquer une mode plus attirante pour notre œil, qui a donné d'ailleurs une espèce de rage, de passion, de rage pour le Regency Core, de romantisme et de voyage un peu dans une histoire fantasmée où les choses seraient
plus élégante, plus sexy, plus simple, plus compliquée. Enfin, c'est un peu cette envie d'un ailleurs et d'un temps fantasmé qui n'a en réalité jamais existé, mais qu'on voudrait voilà, faire vivre par la fiction et puis pourquoi pas avec des robes sur Wish. Alors Cléopâtre, c'est un film américain du début des années 60 et ça se voit, hein, ça ressemble plus à une croisière Las Vegas, Noël, Ferrero Rocher qu'à l'Antiquité égyptienne telle qu'on la connaît. Cléopâtre, c'est un péplum, c'est un genre cinématographique qui est très populaire à ce moment-là dans les années 50-60 aux États-Unis. Et le péplum, ça a des codes récurrents. On trouve à peu près les mêmes coiffures et les mêmes costumes en général, des petites franges pour les mecs, des petites perruques pas folles pour les dames. Surtout, il y a des tropismes aussi qui reviennent beaucoup. Dans les péplums, on a 90% d'acteurs blancs américains pour représenter une société méditerranéenne de l'Antiquité. Dans le film, Cléopâtre, elle est belle comme un arbre de Noël. Elle porte beaucoup de tenues officielles, on va dire. On la voit porter le némès, ou une interprétation aussi du pschent, qui sont la double couronne égyptienne. Ce sont ces vêtements de fonction. Alors, on peut accepter l'idée qu'elle soit en vêtements officiels parfois dans le film, mais là, elle l'est souvent. En fait, il y a des moments où, lorsqu'elle n'est pas en représentation, en fait, ce sont des vêtements qui coûtent extrêmement cher, qui sont extrêmement lourds à porter. Il y a certainement dans la vie des jours où elle était une petite nana toute simple en Crocs, hein, peut-être dans son équivalent. On ne le voit pas tellement dans le film. En tout cas, il y a toute la pétrochimie de l'industrie cinématographique qui a été convoquée pour ce film. Vraiment, elle porte des tenues qui sont éclatantes. La star du film, c'est Elizabeth Taylor. Elle est célèbre pour ses yeux émeraudes, disait-on. Et là, clairement, il a fallu rentabiliser l'actrice. Hein. Il y a des gros plans sur ses yeux qui s'écarquillent quand elle vocifère sur Marc-Antoine. Il faut mettre tout ça en valeur. Donc là, le maquillage est très présent. Il y a une mise en beauté. Il y a beaucoup d'efforts sur la mise en beauté, ce qui me plaît beaucoup. Au niveau du maquillage, c'est difficile à dire ce qu'on portait il y a plusieurs milliers d'années. En revanche, c'est peut-être pas si loin de ce qui pouvait se passer. On sait qu'il y avait toute une palette de couleurs, même des métallisés, qui étaient possibles dans le make-up et la mise en beauté antique. Les coiffures, elles sont clairement teintées du début des années 60. Hein. Ça, les petites bouclettes et les frisottis, c'est pas forcément ce qu'on aurait vu sur une reine d'Égypte. Mais en tout cas, le sentiment de la magnificence de Cléopâtre, je trouve, est bien rendu, même si c'est évidemment à côté... c'est à côté de la pompe, mais en tout cas, il y a un sentiment de luxe que je trouve bien rendu dans ce film. A time when the only way to uphold justice was to break the law. Donc, Robin des Bois, c'est une production américaine du début des années 90 qui convoque les clichés qu'on a souvent sur le Moyen-Âge, hein, où on serait une époque où on a 3 chicots noirs, on habite dans des cachots avec des dégâts des eaux. C'était pas le cas. On joue beaucoup sur ce cliché de vêtements marrons, sales, rapiécés. Le Moyen-Âge était une époque beaucoup plus colorée que ce qu'on montre en général à l'écran. Il y a une scène qui est très représentatrice pour moi de la vision romancée du Moyen-Âge que diffuse le film. Donc il y a un moment de dialogue entre Robin et Marianne. Ils se font face. Lui, il a un brochet méché en arrière absolument incroyable des années 90. Et puis elle a une chevelure abondante avec tellement de lac qu'il doit y avoir un petit microclimat dessous. Une coloration reflet d'automne, enfin vraiment c'est très joliment fait. Ce qui pourrait être étonnant pour des contemporains de Robin et Marianne, c'est que Marianne, alors c'est une jeune femme non mariée dans le film, donc on pourrait admettre qu'elle ait les cheveux détachés, mais en fait à cette époque-là du Moyen-Âge, la société, elle répond à un ensemble de codes comme la nôtre qui régissent les rapports entre les individus. Une femme qui se présente les cheveux découverts devant un plus ou moins inconnu, hein, c'est ce qu'on a dans le film, c'est pas si courant et ça veut dire quelque chose. Marianne, dans le film, elle n'est pas mariée, donc on pourrait admettre qu'elle ait les cheveux détachés. L'actrice, elle a 33 ans, ce qui est jeune, mais ce qui, pour le Moyen-Âge, n'est déjà plus exactement la première fraîcheur, qui implique aussi qu'elle devrait se couvrir les cheveux de la guimpe, qui est une pièce de tissu qui couvrait à la fois les cheveux et le bas du cou, et qui était une manière plus présentable de s'adresser à un étranger ou à un homme en tout cas qui n'est pas de sa famille. En fait, depuis l'épître de Saint Paul qui préconise qu'une femme se couvre les cheveux en raison du pouvoir censément trop érotique de sa chevelure,
Voilà, c'est plutôt une partie du corps qu'on cache lorsqu'on est en société, en tout cas qu'on couvre. Et puis ça faisait aussi partie de la mode, il y a des très très beaux tissus, si on avait les moyens bien sûr, il y a de la soie d'inspiration byzantine qui est diffusée dans la société. Ces tissus-là, ils peuvent être brodés, ils sont décorés, ils sont teints, enfin, c'est toute une manière, c'est tout un système de mode qu'on ne voit pas tellement représenté là. Ce qui est magnifique dans Titanic, c'est vraiment cette image de cinéma quand Kate Winslet apparaît à l'écran avec cette tenue qui est nickel. Vraiment, il y a, de toute façon, d'une manière générale, les costumes du Titanic sont sublimes, ils sont extrêmement bien sourcés. Là, on a un exemple avec cette tenue qui est quasiment un copier-coller d'un magazine de mode de l'année en cours, c'est-à-dire de 1912, qui est reproduite sur l'actrice. C'est magnifique, elle porte un costume tailleur qui était la grande mode pour les femmes à la mode de l'époque, ce qui est censé être le cas de Rose. Hein. En fait, sa tenue pose extrêmement bien le personnage. C'est une femme élégante qui a suffisamment d'argent pour se tenir à la pointe de la mode. Donc voilà, elle porte ce costume tailleur avec une cravate, les chaussures sont nickel, ses collants 5000 deniers, on ne verra pas un grain de peau dépassé, donc ça c'est nickel. Elle a un immense chapeau qui pourrait d'ailleurs être même plus grand, je crois qu'ils l'ont fait plus petit que ce qu'il aurait dû être parce que sinon il ne passait pas par la porte de la voiture et il aurait été peut-être un peu ridicule à nos yeux, donc c'est une proportion qui est un petit peu réduite et surtout on n'a pas mis d'oiseau empaillé dessus parce que ça c'était la mode de l'époque, c'était un peu le hit bag de ce qu'on voulait, c'était l'oiseau entier empaillé sur le chapeau. Là ça a été remplacé par un ruban, ce qui est même plus agréable pour nos yeux. Les costumes en général et le costume de Rose dans le film, c'est une petite merveille de précision. Il y a une scène très célèbre où Rose se fait lasser le corset par sa mère qui lui serre la vis en même temps. Et en fait, on voit la différence de génération entre les deux femmes par le corset. Sa mère, manifestement, elle porte un corset qui est plutôt celui d'il y a 10-15 ans, hein, qui correspond en fait à la manière dont les femmes de la génération de sa mère s'habillaient, avec une silhouette plus ou moins en sablier. Le corset que porte Kate Winslet, il est quasiment exact. Il a une structure de poitrine qui n'est pas censée être celle-ci. Normalement, le corset de l'époque s'arrête juste en dessous de la poitrine, ce qui n'est pas le cas à l'écran. Je pense qu'on voulait quelque chose de plus attirant pour notre œil contemporain. En tout cas, c'est un très beau boulot de sous-vêtements, ce qui n'est pas souvent le cas et qui marque encore une fois très bien la différence, je trouve, et de génération et de mentalité entre la mère et la fille et qui ne fera que se confirmer pendant le film. Tous ces costumes de fiction, moi je les trouve fantastiques. Encore une fois, le costume de cinéma, le costume de série, il n'est pas là pour refléter une réalité historique, il est là pour donner le sentiment d'un personnage. C'est le cas dans absolument tous les exemples qu'on a vus. Moi ce qui m'intéresse, c'est de parler des raisons pour lesquelles on fait ces choix historiques. Merci de nous avoir regardés, c'était Julien Magalès pour l'expert review de Vanity Fair.